Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la coopération, le nouveau programme économique et financier entre la Côte d'Ivoire et le FMI. Des sujets au cœur de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, est à Abidjan dans le cadre du lancement des assemblées annuelles FMI, Banque mondiale. Le Sahara 2023 se poursuit. Les entreprises du secteur y exposent leur savoir-faire. L'endroit est fréquenté par de nombreux visiteurs. Le président de l'Assemblée nationale était à ce rendez-vous de l'agriculture et des ressources animales. Adama Bictogo et les députés ont apprécié les potentialités économiques de ces secteurs. Adoka Flet, Troutronu, Yugu Yugu ou encore Brod, les vêtements de seconde main se sont imposés dans le quotidien de nombreuses personnes. C'est un réflexe systématique pour beaucoup qui ne manquent pas de s'arrêter devant les étals de fortune dans les marchés comme dans les rues fréquentées de différentes communes. Un dossier de Constant Kokora qui nous amène à Yopougon-Kouté, un lieu bien connu. En sport, les éléphants doivent affronter le Maroc le 14 octobre et l'Afrique du Sud le 17 en match amical. Pour ces deux rencontres, l'entraîneur Jean-Louis Gasset a rendu public sa liste de 25 joueurs. L'on note le retour de Seko, Fofana et Wilfried Zaha. On démarre au palais de la présidence de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, est à Abidjan dans le cadre du lancement des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Elle a parlé avec le chef de l'État de la mise en œuvre du nouveau programme économique et financier entre la Côte d'Ivoire et le FMI. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a rendu un ultime hommage à l'un de ses conseillers, le professeur Alain Ikra, est décédé le 9 septembre dernier. Les membres ont salué sa contribution dans la vie de l'institution, un acte de mémoire avant le départ à Grand-Bassam pour l'inhumation. Marie-Chantal Akandan. Un grand serviteur de l'État s'est éteint. Le professeur Frédéric Alain Ikra, homme de dévouement et de distinction, a reçu un ultime hommage de ses pairs du CESEC. Les discours prononcés en mémoire du disparu témoignaient de la gratitude, mettant en avant la grandeur de ce haut fonctionnaire de l'État. Le passage du professeur Alain Ikra au Conseil économique, social, environnemental et culturel aura marqué profondément nos esprits. Il a toujours su répondre efficacement aux sollicitations de ses pairs en partageant sa solide expérience sur les sujets qui appelaient sa haute et précieuse expertise. Pendant une décennie, le professeur Frédéric Alain Ikra a occupé le poste de ministre de la Santé et de la Protection sociale de 1989 à 1992, laissant derrière lui un héritage indélébile. En tant que cardiologue et directeur de cardiologie d'Abidjan, joueur international de basketball, ensuite président de la Fédération ivoirienne du basketball. Le professeur Frédéric Alain Ikra a marqué de son empreinte le domaine médical et sportif. Depuis 2014, membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Frédéric Alain Ikra a contribué à façonner les politiques publiques. Ce vendredi 6 octobre, parents, amis et connaissances accompagnent le défunt pour son ultime voyage vers son village natal à Mossou, Grand-Bassam. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu une délégation du groupe régional de parlementaires de l'Afrique de l'Ouest, du Parlement africain. Cette rencontre a permis d'évoquer un plaidoyer. Ces parlementaires appellent à la ratification de plusieurs accords. Les détails avec Souleymane Doni Songou, Marie-Chantal Akanda. La chef de délégation des parlementaires panafricains est venue rencontrer la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara. Elle fait un plaidoyer auprès de la ministre d'État pour la ratification des 3 autres protocoles d'accord restants. Ce sont entre autres le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et aux droits d'établissement. Le protocole d'accord sur le commerce des services et enfin le protocole d'accord sur les règles de procédure relatives au règlement des différends. La ministre d'État a rassuré la délégation parlementaire de son engagement à œuvrer pour la ratification de ces différents protocoles d'accord
par l'État de Côte d'Ivoire. En ligne, tous responsables. Cette interpellation vient répondre à la désinformation ou encore cyberharcèlement. Le ministère de la Communication appelle les internautes à la vigilance. Les 2 derniers mois, plus de 1400 cas de mauvaise utilisation d'Internet enregistrés. Les résultats présentés à la presse, la radio et la télé restent les meilleurs médias de fact-checking. Walter Amadou Ouattara. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, échange avec un depuis l'espace. Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, vêtu d'une combinaison spatiale. La vidéo et l'image sont en réalité des créativités de l'intelligence artificielle. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Pour aider les internautes à mieux discerner le vrai du faux, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a diligenté une étude sur un échantillon d'environ 1500 utilisateurs des médias sociaux. 73% de nos concitoyens utilisent leur téléphone ou leur ordinateur portable pour se connecter en ligne. 90% vont sur les réseaux sociaux et 83% c'est pour tout ce qui est recherche d'informations sur la toile. En moyenne, 60% de ces personnes passent 4 heures sur Internet. On note également que très peu d'usagers connaissent les actes répréhensibles sur Internet, notamment les fake news et les injures. Face à la situation, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, en collaboration avec plusieurs structures, a organisé des ateliers de sensibilisation du 29 août au 8 septembre dernier. C'est une réponse à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux dénommés en ligne tous responsables. Il y a un gros travail de vulgarisation. Cette étude nous permet de nous en rendre compte. La connaissance de la PLCC est très limitée. La connaissance de la DITT est très limitée. Nous devons arriver au-delà de tous ceux qui travaillent avec l'administration, mais au niveau de la population dans l'ensemble, faire en sorte que ces structures-là soient connues et que les usagers n'hésitent pas à porter plainte. Lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Vous devez vous conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse, au risque d'être sous sanction. Leur faire connaître ces textes, mais également leur faire connaître tout le dispositif qui existe pour les accompagner au cas où ils sont victimes. Près de 1400 internautes ont été formés sur les compétences numériques essentielles. Seulement 4% des usagers font confiance aux informations diffusées sur Internet. La bonne nouvelle de cette rencontre bilan, la télévision et la radio demeurent les meilleurs médias de fact-checking. L'actualité, c'est aussi le Sahara 2023 et Juliette Ouya nous y amène ce soir au Parc des Expositions à Port-Bouët. Elle nous parle de la journée d'hier mercredi consacrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Jean-Paul Cladouet, le nouveau meilleur planteur de palmiers à huile, a été célébré et récompensé par Palm Sea. Il repart avec des équipements modernes de production. Un tracteur agricole moderne et une remorque de 10 tonnes offerts aux meilleurs planteurs de palmiers à huile 2023. Avec une production annuelle de 435 tonnes, Jean-Paul Cladouet, désigné As de la Palme 2023, a été célébré au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan lors d'une journée consacrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC. Je suis content. Je suis content. De toute façon, j'ai vu comme ça là. Nos frères là, qui plantent, bam, ils n'ont qu'à continuer. Après la remise du prix du meilleur planteur de palmiers à huile 2023, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, parrain de cette cérémonie, et le président du CESEC, le docteur Eugène Aka Awele, ont visité des stands et échangé avec des exposants au Sahara 2023.
Conseil café cacao, conseil coton anacarde et autres exposants non nationaux ont reçu des encouragements. L'Ivoirien que je suis peut être fier de ce qu'il a vu ici et peut dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas mourir de faim. L'autonomisation dont on parle tant est une réalité dans ce pays. Tout cela est possible grâce à la volonté du président de la République qui a une vision du développement de notre agriculture et qui nous a permis d'organiser ce grand salon puisque les moyens ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour nous permettre d'être à ce niveau d'exposition. Plus de 800 entreprises participent au Sahara 2023. Cette 6e édition va s'achever le 8 octobre prochain. Et pour cette 6e édition du Sahara, c'est le Royaume des Pays-Bas qui est l'invité dans un choix stratégique. Le pays est l'un des meilleurs en matière d'agriculture au monde. Ses techniques agricoles sont innovantes. Nos équipes ont donc visité le pavillon du pays hôte pour voir ce qu'il propose. Désiré Yamou, Régis Kofi. Le Royaume des Pays-Bas, 2e producteur et exportateur mondial de produits agricoles après les États-Unis, est l'hôte de marque du Sahara 2023. La technologie et l'innovation, des principaux atouts qui ont permis à la Hollande de booster son agriculture. À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, les visiteurs du pavillon néerlandais, à l'image de Salif Zeinabou, ont l'opportunité de découvrir le système agricole moderne du pays invité. Dans le casque virtuel, j'ai vu des choses extraordinaires, de nouvelles technologies qu'on pourrait vraiment dupliquer en Afrique pour une autosuffisance alimentaire dans tous nos pays. C'est un grand honneur d'être ici avec notre pavillon et de pouvoir ainsi recevoir tellement de personnes qui sont intéressées à savoir ce que nous faisons. Et on a plus de 120 entreprises qui seront là en fait tout le séjour du Sahara. Pour ce Sahara 2023, la Hollande a fait le choix de promouvoir les petites entreprises et coopératives ayant bénéficié de son expertise en matière d'agriculture moderne. On les retrouve sous le pavillon avec une variété de produits. Djibril, lui, propose des semences maraîchères provenant des Pays-Bas, dont des tomates. La tomate Bonu, c'est une variété hybride. Comme ça aussi, ça c'est la tomate Gilead, c'est une variété hybride. Nous avons aussi la tomate Amiral, qui est une variété F1 également, hybride. Donc ces variétés-là, on peut les cultiver pendant toute l'année. Donc nous, notre souhait, c'est vraiment de permettre aux producteurs de pouvoir cultiver à n'importe quel moment de l'année. Une place de choix est aussi accordée à la transformation des produits. Grâce à l'appui technique de la Hollande, Éloi est devenu un spécialiste de jus d'ananas 100% bio, qu'il met d'ailleurs en lumière sous le stand des Pays-Bas à cette 6e édition du Sahara. Le pays invité du Sahara 2023 veut bien marquer sa présence. Depuis le parc des expositions de Port-Bouët, il lance un programme sous-régional d'aide aux agriculteurs sur 7 ans pour un montant de plus de 56 milliards de francs CFA. Rencontre B2B, panel sur la mécanisation de l'agriculture et partage d'expériences en transformation agricole, autant d'activités à découvrir sous le pavillon du Royaume des Pays-Bas avant la clôture du Sahara, ce dimanche 8 octobre 2023. Et comme on le voit, le Sahara bat donc son plein au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët ce jeudi. Une délégation de l'Assemblée nationale s'y est rendue. Le président de la Chambre basse, Adama Bitogo, et les députés ont apprécié les potentialités économiques du secteur à ce rendez-vous de l'économie agricole et des ressources halieutiques. Les entreprises du secteur y exposent leur savoir-faire. L'endroit est fréquenté par de nombreux visiteurs.
Et après le monde agricole, parlons maintenant de défense. 22 sous-officiers des forces armées viennent de terminer leur formation 5 mois pour apprendre les techniques d'état-major. Désormais, au fait de leur mission opérationnelle ou encore en division, ils ont reçu leur diplôme. On le voit avec Abou Sanogo. Cette formation a permis aux 22 stagiaires issus des armées de terre, air, marine et des forces spéciales d'avoir des prérequis nécessaires au travail collaboratif indispensable dans un état-major organique et opérationnel. Ces 22 stagiaires sous-officiers de la première promotion de la formation aux techniques d'état-major ont reçu leur diplôme, marquant la fin de 5 mois de formation des mains du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. L'adjudant-chef Onguessan Yao Symphorien a exprimé sa gratitude au chef d'état-major général des armées. Nous tirons de très bonnes leçons de cette formation que déjà beaucoup d'entre nous mettent à profit dans l'accomplissement des tâches à eux confiées. Pour le chef d'état-major général des armées, la formation aux techniques d'état-major s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par l'état-major général des armées pour réformer le curricula de formation et renforcer les capacités des personnels en vue de les rendre plus compétents et plus professionnels. La complémentarité entre l'officier et le sous-officier demeure l'un des ressorts de la fluidité du travail d'état-major. Partout où se conçoivent les ordres, les plans d'opération, partout où s'initie le travail de réflexion, le sous-officier doit trouver sa place et nous devons lui en donner les moyens. L'adjudant Tano Kofi Julien rentre ainsi dans l'histoire en devenant le major de cette formation aux techniques d'état-major dédiée pour la toute première fois aux sous-officiers. Il faut également se préparer à mieux réagir en cas de feu. Un exercice s'est déroulé à Geste aussi. L'entreprise vérifie son système de réponse en cas d'incendie. La simulation dans ce reportage de Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Geste aussi ce matin, la sirène alerte le personnel sur un incendie. Les agents dispersés en 2 petits groupes attendent les secours. À l'intérieur se tient une réunion d'urgence en vue de déployer les moyens de secours. Ce feu serait parti d'un déraillement d'un wagon aux environs de 19 minutes. Aussitôt l'incendie déclenché, la réaction des soldats du feu ne s'est pas fait attendre. Sapeurs-pompiers, gendarmerie, la CI, le port autonome, tous sont mobilisés. Les secours parvenus au bout de l'incendie, la porte-parole fait des précisions. Conformément à notre protocole de sécurité. Comme mesure conservatoire, le périmètre a été bouclé et le personnel non essentiel évacué. Nos équipes de secours internes, appuyées par nos partenaires, sont à pied d'œuvre pour l'extinction du sinistre. D'autres secours les rejoindront. S'agissant du bilan provisoire, malheureusement, nous déplorons un cas de blessés. Pour l'instant, nous ignorons les causes de ce déraillement. Cet exercice est révélateur du plan de sécurisation de l'entreprise de stockage des produits pétroliers. Après 1h35 de lutte acharnée, nos équipes de secours internes, appuyées par nos partenaires, sont arrivées à vaincre le sinistre. La Direction générale de Geste aussi appelle à la reprise des activités dans les prochaines heures et demande aux populations de vaquer à leurs occupations. Avec l'intervention du GSPM, la Direction générale teste l'équipage de protection et de sécurisation de l'entreprise. C'est avec fierté que ces opérations se sont déroulées et nous-mêmes, vous savez que ces exercices-là, c'est des exercices que nous faisons 5 minutes avant de mettre en œuvre. Donc les agents sont toujours prêts. Et si vous avez vu tout à l'heure tous les moyens qui ont été mis à disposition et comment nous avons traché, prendre les dispositions, vous pouvez être rassurés que nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette simulation a mobilisé plus de 200 hommes. Karitia Koulibaly est la nouvelle directrice générale de l'AGFOP. Bamoudi Traoré lui a passé les charges de cette nouvelle fonction. Elle s'engage à renforcer les acquis et proposer de nouvelles actions pour la formation des professionnels. Amidi Rassouba, Didier Nguessan.
Passation de charge entre Bamoudien Traoré, ancien directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP, et Karitia Koulibaly, nouvelle directrice générale. Quand j'analyse les compétences, cette personne particulièrement qui vient jouer cette mission aujourd'hui à l'AGFOP, je ne peux que rendre gloire au Seigneur et demander effectivement qu'il puisse assister Mme Karitia Koulibaly de Medeiros à pouvoir mener à bien la mission qui lui est confiée. Je sais que c'est une femme battante, c'est une femme travailleuse, c'est une femme de compétence. La directrice entrant, qui a reçu ses attributs, s'engage à mériter la confiance de ses pairs et entend poursuivre les grands chantiers entamés par son prédécesseur. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour mériter la confiance du chef de l'État et du ministre de tutelle de l'AGFOP et pour poursuivre les grands chantiers et réformes entamés avec dévouement et compétence par mon prédécesseur, le directeur général Bamoudien Traoré. Cette passation de charge a été supervisée par Moustapha Sangaré, représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On va s'arrêter sur un phénomène. Adokafle, Trotronou, Yugu Yugu ou encore Brod. Voici des noms que vous connaissez certainement. Ces vêtements de seconde main qui sont dans le quotidien de nombreuses personnes. C'est un réflexe systématique pour beaucoup qui ne manquent pas de s'arrêter devant les étals de fortune, dans les marchés comme dans les rues, fréquentés de différentes communes. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire les grandes boutiques ont toutes les adresses, mais pas que finalement, puisque les clients viennent de partout. Allons dans un lieu bien connu, bien célèbre, Yopougon Kouté, marché de friperie, quand la tendance s'impose à Abidjan, un sujet de Constant Kokora. Marie-Chantal Akanda. Réputé être l'un des plus grands marchés de friperie d'Abidjan, à Kouté, dans la commune de Yopougon, on retrouve des articles de tout genre. Vêtements, chaussures, hommes, femmes et enfants, tout le monde y trouve pour son compte. C'est de la bonne qualité, raison pour laquelle nous sommes là. Le plus souvent, mes sections, on enlève aussi pour accrocher dans des magasins. C'est le moins cher, ça arrange tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller dans des boutiques qui sont un peu plus trop chères. Donc, je pense bien que le moins cher, là, ça fait profiter à tout le monde. Sur place, certains commerçants profitent pour faire quelques retouches en fonction des préférences de leur clientèle. Voilà, on s'en acheter pour venir faire les designs dessus, comme vous le voyez. Voilà, c'est pour mieux vendre quoi. Dans ce célèbre marché de friperie, les femmes ont plus de chances de faire de bonnes affaires. Tenues d'école, perruques, voire même des robes pour diverses occasions. Une fois, il y avait un monsieur et puis sa femme qui sont venus et ils nous ont demandé si on ne confectionnait pas les robes de mariée. En ce temps, on ne vendait pas ça comme actuellement. Il y avait 2 ou 3 robes approchées et il s'est approché avec sa femme, il a demandé. Il dit vraiment, lui, ça l'intéressait, que son mariage était proche, on avait besoin. Bon, vu l'intéresser, vraiment, ça m'a motivé. Réputées pour leur cherté, face au prix onéreux qu'elles affichent, les Ivoiriennes ont trouvé des moyens pour s'en procurer à moindre coût, afin d'aider à lutter contre la vie chère. Avec le prix des robes prêtes à porter et tout, je pense que les robes friperies, et puis c'est la qualité aussi, sont de bons tissus. Si certains apprécient l'ambiance des jours de marché avec du monde autour, d'autres préfèrent renouveler leur garde-robe dans des boutiques de friperie qui commencent à s'imposer de plus en plus dans cette commune. Pour élargir sa clientèle, Mariam utilise également les réseaux sociaux, notamment Facebook. Selon elle, la vente en ligne est aussi une aubaine pour se faire des clients hors de son périmètre. En général, ma clientèle, c'est plus de clients à Cocody que dans les autres communes. Mais j'ai des clients partout. Communément appelés Adokafle, Toutronou, Yugu Yugu ou encore Brod, ces vêtements se sont imposés progressivement au sein des classes populaires avant de gagner les couches médianes et même celles enviées économiquement. C'est certainement le cas dans la capitale politique, mais parlons d'autre chose. Voici Kwame Patrice, le nouveau maire de Yamoussoukro. L'avocat élu sous la bannière du PDCI s'installe. Il appelle à l'union pour une gestion participative. Eugène Atoubé. Voici les clés de ton bureau. Voilà. OK. Le bureau, c'est là, comme tu le sais. Voilà. Allez. Le premier pas d'un grand voyage. La gestion de la ville de Yamoussoukro, dont les documents y afférents sont remis par l'ancien maire Kouadou Yango Jean
à son successeur Kwasi Kwame Patrice, dit KKP. Le nouvellement élu maire de Yamoussoukro conduit une équipe municipale composée de 7 adjoints au maire et 60 conseillers municipaux. Kwasi Kwame Patrice joue la carte de l'union et de la cohésion. Ses premiers mots sont une invitation à la synergie d'action de toutes les forces vives et compétences que compte Yamoussoukro pour donner à la capitale politique tout le lustre qui lui sied. C'est avec conviction que je m'engage à travailler avec le conseil municipal, tout le conseil municipal, sans exception. Et toute l'administration également présente à Yamoussoukro, pour faire de Yamoussoukro une ville où il fait bon vivre et où l'ordre et la discipline sont les maîtres mots. Voici comme Patrice KKP conduisait la liste du PDC RDA au municipal. Son installation procède de son élection par les conseillers municipaux lors de la mise en place des organes de direction supervisés par le préfet de Yamoussoukro, autorité de tutelle. Koulibaly Gando se félicite de l'engagement pris par le nouveau maire de Yamoussoukro et l'encourage dans cette voie. Nous devons travailler dans une très bonne ambiance, dans une bonne collaboration pour que nous soyons efficaces et pour que les missions que le président de la République, les missions que le gouvernement nous a confiées, que nous puissions accomplir ces missions avec efficacité. Le nouveau maire de Yamoussoukro s'installe dans une maison qu'il connaît bien. Il était le premier adjoint au maire de 2018 à 2023 sous Yambou Kwadjojan. Aujourd'hui, il est le 5e maire de l'histoire de cette ville, objet de toutes les attentions. Même ambiance à Korogo, Lassina Ouattara est le nouveau maire. Le député de Korogo commune s'installe dans le fauteuil. Le conseil s'engage à travailler pour le bonheur des populations. Kader Sogodougou. Lassina Ouattara, plébiscité par l'ensemble des 57 conseillers présents sur 60 à l'issue du scrutin à huis clos dirigé par le préfet de région du Poro, André Ekono. Il prend les rênes de la mairie de Korogo. C'est un maire relativement jeune par rapport à l'histoire de Korogo. Et nous savons que la jeunesse est dynamique en termes de réflexion, est dynamique en termes d'action. Et donc nous pouvons conjecturer que Ouattara Lassina, le maire de Korogo, va effectivement réaliser de grandes choses pour la commune de Korogo. Korogo, c'est vraiment une grande ville où vraiment beaucoup de jeunes ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travail et aussi on a besoin à ce que le travail continue, le bitumage et surtout à pouvoir créer des usines afin que la jeunesse puisse vraiment faire ce boulot-là. Lassina Ouattara, affectueusement appelé l'ASPR, succède à Lassana Coulibaly. Nous souhaitons que tout ce qu'ils pourront faire, tout ce qu'ils ont prévu de faire, tout ce qu'ils ont l'intention de faire, qu'ils puissent les réaliser pendant ces 5 ans pour le bien-être de nos populations. En tout cas, nos vœux d'encouragement, nos vœux de réussite, nos vœux surtout de santé et de longévité afin de réussir cette mission les accompagnent. Le nouveau maire, également député de Korogo commune, sera assisté dans sa tâche par 7 adjoints. En présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, il s'engage avec son équipe à réaliser de grands projets pour le rayonnement de Korogo. Le maire a laissé des projets, nous allons continuer ces projets. Si on peut commencer, la première pause de la mairie, je sais que ça va pas être bon. Merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Merci à ma chère maman, la première dame, maman Dominique Ouattara, parce que c'est grâce à elle que l'ASPR est à Côte d'Ivoire. Candidat RHDP, Lassina Ouattara remporte le scrutin du 10 septembre dernier avec 92,65% des voix face aux candidats du PDC, RDA et du PPAC. Il est le 6e maire de la capitale du Poro. Revenons sur la levée des rideaux des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale tenue ici à Abidjan. Le président Alassane Ouattara et la directrice générale du FMI étaient à l'ouverture des travaux. Les deux personnalités sont prononcées sur la marche de l'économie mondiale. Mahama Traoré. 50 ans après le Kenya, le Maroc sera le 2e pays africain à abriter les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Ce sera à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain. Mais en attendant, Abidjan plante le décor de ses assises avec la cérémonie de levée de rideau.
Le choix de la capitale économique ivoirienne n'est pas fortuit, à en croire la directrice générale du FMI. Je suis à Abidjan, en terre africaine, et l'Afrique m'inspire. Sur ce continent, nous pouvons voir, comme sous l'effet d'une loupe, les défis auxquels le monde est confronté. Nous voyons cependant son grand potentiel. L'Afrique dispose de ressources abondantes, d'une créativité et d'une énergie inépuisables. Malgré cet optimisme, les données prédisent une reprise économique mondiale lente et difficile pour les pays à faible revenu. Kristalina Georgieva indique alors les priorités d'action à mener par les États, dont la coopération, l'investissement dans le capital humain et la maîtrise de l'inflation. L'inflation élevée mine la confiance des consommateurs et des investisseurs, fragilise les fondements de la croissance et par-dessus tout, cela frappe de plein fouet les populations. Pour gagner la bataille contre l'inflation, il faut maintenir les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés plus longtemps. Quand il lui revient de prendre la parole, Alassane Ouattara mène un plaidoyer auprès des institutions de Bretton Woods pour un soutien aux États africains. Je pense également au plafonnement du taux d'intérêt du DTS pour les pays à faible revenu et au renforcement des ressources des guichets de prêts concessionnels du FMI. Par ailleurs, j'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit grâce à votre diplomatie et je sais que ce n'est pas chose facile. Nous savons qu'avec vous, rien n'est impossible, Madame la Directrice Générale. J'encourage également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains à travers le cadre commun du G20. Et enfin, je réitère l'appel de longue date pour le renforcement de la voix et de la représentativité des pays membres les plus vulnérables, avec notamment la création d'un 3e siège pour l'Afrique subsaharienne au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Saluant la ligne directrice proposée par le FMI, le président Alassane Ouattara propose à son tour ce qui constitue pour lui la priorité des priorités, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Selon le rapport 2023, la Banque mondiale sur le climat et le développement, l'absence d'action et de financement appropriés, le changement climatique entraînerait une perte potentielle de 13% du revenu par habitant à l'horizon 2050. Cela est injuste, cela est inacceptable et cela doit être corrigé pour la justice mondiale. En conséquence, les pays industrialisés, qui sont les principaux responsables de ces changements climatiques, comme je le disais tantôt, devraient accompagner et soutenir une réforme de l'architecture financière mondiale et un accès accru des pays africains à des financements moins onéreux. Tel un avant-goût des assises de Marrakech, la directrice générale du FMI et le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, ont échangé lors d'un panel sur les grands dossiers économiques du moment. En sport, pour terminer, la sélection nationale senior de Maracana est vainqueur de la Coupe d'Afrique. La rencontre s'est déroulée au Bénin, la Maracan Bénin 2023. Le ministre des Sports a reçu les éléphants maracaniers, dont Paulin les félicite pour cette étoile qui honore la Côte d'Ivoire. En football, les éléphants doivent affronter le Maroc le 14 octobre en match amical, une autre rencontre du genre. Le 17 avec l'Afrique du Sud. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a rendu public ce jeudi sa liste de 25 joueurs. Le fait majeur à retenir de cette sélection, le retour de Seko Fofana et Wilfried Zaha. Les deux joueurs internationaux n'avaient plus évolué sous les couleurs ivoiriennes depuis septembre 2022. La liste de l'entraîneur comprend donc 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux
et 9 attaquants. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que seuls les petits du lion peuvent jouer dans sa tanière. Dieu le voulant, on se retrouve demain.